Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora appelle à mobilisation, actualité en Ouganda, page santé, actualité des médias français et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Diaspora et l'appel à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Tout de suite, actualité en Ouganda. La fièvre électorale se maintient en Ouganda, mais l'anxiété est croissante. Le gouvernement déclare que des milices ont été formées pour provoquer des troubles. Nous avons reçu certains rapports qui indiquent qu'un petit groupe de l'opposition radicale discute de la préparation d'actions violentes durant et après les élections, avec pour objectif d'interrompre les activités économiques et sociales. Et l'opposition conteste ces déclarations. Nous n'organisons aucune milice. Nous avons fait deux choses. Nous avons mené une campagne pour montrer notre soutien, mais nous avons aussi mené une formation civique pour faire comprendre l'usage du pouvoir et accroître les compétences civiques des Ougandais. Il s'agit de l'élection des Ougandais qui veulent choisir leurs dirigeants pour les 5 prochaines années. Le président Yoweri Museveni a confiance qu'il remportera la victoire, mais il est confronté à l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi et de nouveau son ancien docteur Kizza Besigye. La course à la présidentielle a suscité une forte anxiété parmi les électeurs et il y a d'importantes inquiétudes que cette violence avant le scrutin puisse s'intensifier dans la période post-électorale. Si cela est autorisé à se poursuivre, il se produira alors une escalade et de légers actes de violence durant l'élection, en partie dans des lieux où le scrutin est considéré comme le plus controversé, comme dans l'ouest de l'Ouganda, car quasiment tous les participants viennent de l'ouest du pays et chacun veut montrer qu'il peut remporter la région. Les Ougandais se rendront aux urnes le 18 février prochain. Le gouvernement appelle tous les candidats à éviter les violences, mais le pays doit se préparer à des lendemains difficiles. Tout de suite, page santé. Chers téléspectateurs, l'aspartame est un édulcorant synthétique qui est utilisé comme additif alimentaire. Cependant, après la chute massive des ventes causée par l'annonce de risques extrêmement graves pour la santé, on a tout simplement changé son nom en AminoSweet. Mais pourquoi donc l'aspartame est-il si nocif? Il y a des décennies, on a découvert par hasard qu'un acide aminé qui entrait dans la composition du poison, agent orange, un défoliant de la guerre du Vietnam, a une saveur douceâtre. La filiale de Monsanto Searle & Company en a produit rapidement l'additif alimentaire doux et extrêmement nocif, aspartame, maintenant nommé AminoSweet. Chers téléspectateurs, à ce point-là, une question se pose avant tout. Quand ces hommes d'affaires sans scrupules seront-ils mis derrière les barreaux? Je vous souhaite encore une bonne soirée. Au revoir. Tout de suite, médias français. Orange, l'ancien opérateur historique France Télécom, candidat au rachat de Bouygues Télécom, l'astérique du secteur, c'est un peu Rome mettant enfin la main sur le village des irréductibles gaulois. Si la fusion aboutit, la France comptera 3 opérateurs mobiles et la guerre des prix engagée depuis plusieurs mois pour piquer des abonnés aux concurrents s'achèvera aussi vite qu'elle a commencé. Seulement, derrière ce mouvement de concentration dans les télécoms, autrement appelé tuyau par les connaisseurs, c'est un mouvement de concentration dans les médias qui s'opère, autrement appelé contenu. Peu de gens l'ont remarqué, mais Orange était aussi candidat au rachat de TF1, la première chaîne française, contrôlée par Bouygues. Le géant des travaux publics, qui dépend énormément justement de la commande publique, a décliné l'offre. L'an dernier, c'est l'opérateur SFR qui tombait dans les mains, les griffes disent certains de Patrick Drahi, qui détient aussi des dizaines de médias, et non les moindres, Libération, L'Express, mais aussi depuis peu BFM TV et RMC. Xavier Niel, le patron de Free Mobile, est lui actionnaire de référence du quotidien Le Monde, mais aussi de tout un tas d'autres médias sur Internet.
Vous l'avez compris, ce qui est en jeu désormais, c'est non seulement le contrôle de ce qui est dit, donc des contenus, des médias, mais aussi le contrôle des tuyaux pour diffuser ces contenus afin de garantir une audience et donc un pouvoir d'influence. C'est exactement le scénario d'un James Bond, Demain ne meurt jamais, sorti en 1997 et terriblement visionnaire. Tout de suite, actualité en France. Déchéance de nationalité, acte 3 pour Jean-Christophe Cambadélis, Bruno Leroux et Jean-Marie Le Guen. La solution consisterait à déchoir de sa nationalité n'importe quel citoyen français né sur le territoire ou non. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le Premier ministre Manuel Valls propose de modifier la Constitution afin de pouvoir déchoir de leur nationalité les binationaux reconnus coupables de crimes terroristes. Le seul obstacle à une déchéance de la nationalité pour tous réside dans un article du Code civil datant de 1998, empêchant la France de rendre quiconque apatride. Une simple loi plutôt qu'une révision constitutionnelle pourrait donc suffire. Les Français plébiscitent en tout cas cette mesure. Un sondage révèle que 86% des Français se disent favorables à la déchéance de nationalité. 83% des sympathisants socialistes approuvent également ce projet malgré la forte opposition au sein du parti. Signe supplémentaire, s'il en fallait encore, de la rupture entre les dirigeants de gauche et leur base électorale. Rappelons cependant que la menace d'une déchéance de nationalité ne fait pas grand peur, surtout chez les terroristes, surtout pour ceux qui ont de toute façon prévu de mourir en perpétrant leurs attentats, et bien sûr pour ceux qui ne sont pas français, de papier et encore moins de cœur. Et pour finir, vœux à la presse par Marine Le Pen. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de votre présence et vous adresse mes vœux les meilleurs pour 2016. Que cette année vous apporte toutes les satisfactions que vous pouvez souhaiter, à titre personnel d'abord, et dans l'exercice de votre métier bien entendu. Je n'ignore pas les difficultés qui sont les vôtres dans la conduite de votre activité professionnelle. Précarité économique, pression politique et capitalistique, mise en danger de l'intégrité physique sont bien trop souvent le lot de nombre de vos confrères. Comment ne pas penser ce jour à ceux qui sont tombés il y a un an exactement dans l'attentat commis au siège de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, la nation connaissait le premier chapitre d'atrocités qui allait l'année durant l'endeuiller trop souvent. Permettez-moi d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts en 2015, auxquels la nation ne cessera de rendre hommage et qui, connus ou anonymes, tués pour leur métier, leur conviction, leur religion, ou tout simplement leur amour de la vie, faisaient la diversité heureuse de la France, faisaient ce que forme justement une nation, c'est-à-dire la communauté fraternelle et solidaire d'un peuple qui voit au-delà de ses différences ce qui unit chacun des siens à tous les autres. Je pense à la nation en ce début d'année, car à l'issue de ces odieux événements, et tout particulièrement de ceux de novembre, c'est bien la nation qui se réinvite aujourd'hui. La virulence du débat actuel sur la déchéance de nationalité, déchéance au sujet de laquelle il est inutile que je m'attarde, puisque c'est mon mouvement qui a porté ce thème depuis des années, cette virulence du débat donc montre bien à quel point on touche ici à un sujet sensible, la nationalité. C'est-à-dire l'appartenance à une nation, c'est un sujet fondamental. Permettez-moi de m'y arrêter un instant. La nationalité, ce n'est pas un concept évanescent. C'est une réalité dont beaucoup aujourd'hui redécouvrent le sens et la profondeur, mais dont nous savons, nous, depuis longtemps, qu'elle a du sens. C'est une réalité qui implique des droits, des honneurs même, mais qui implique aussi des charges et des devoirs vis-à-vis de la nation dont vous êtes membre. Le débat sur la déchéance de la nationalité a le mérite de montrer que tout le monde n'est pas digne, aux yeux du peuple français, d'avoir la nationalité française. Nous considérons depuis longtemps que le droit du sol a mené à des dérives inacceptables, en ce qui concerne l'octroi précisément de cette nationalité. Nous reposons donc aujourd'hui la question: peut-on donner de manière automatique la nationalité à des individus qui ont un casier judiciaire, qui s'inscrivent en faux par rapport aux valeurs de notre République et de notre pays? Ne devrait-on pas pouvoir déchoir de la nationalité les individus qui ont commis des crimes graves, des crimes de sang? Le débat porte sur la déchéance de la nationalité, je l'ai dit. Mais le retour de la nation dans l'esprit public dépasse largement cette question. Car à la suite de ces événements tragiques, parce que c'était la nation même qui était attaquée, la nation s'est réinvitée, je le disais, dans toutes ses composantes. J'ai eu l'occasion de souligner à quel point
il était heureux que le drapeau tricolore ou la Marseillaise soient revenus dans le cœur de nombre de Français qui les avaient oubliés. Mais au-delà de ces symboles, essentiels certes, c'est la nation dans son ensemble, dans toutes ses composantes qui retrouvent du sens pour nombre de nos compatriotes alors qu'ils l'avaient délaissée. La nation, beaucoup l'ont redécouverte et se la réapproprie aujourd'hui, alors même que la nation avait été ringardisée, diabolisée même, par une idéologie post-nationale qui avait commencé d'envahir nombre d'esprits en France et qui, je m'en réjouis en ce début d'année, me semble désormais assurée d'une fin certaine. Beaucoup, à la lumière des événements grecs et portugais notamment, ont d'abord pris conscience qu'il n'y a pas de démocratie sans nation. Que la nation est bien le seul périmètre où le peuple souverain peut exprimer et faire respecter sa volonté. Que plus les nations s'affaiblissent, notamment sous les coups de boutoir de l'Union européenne, plus la souveraineté des peuples s'affaiblit et donc plus la démocratie s'efface. Or, qu'ont fait les gouvernements UMPS? À quoi a servi la fédéralisation européenne présentée comme un progrès? Qu'ont répété à l'envi l'ensemble des éditorialistes et experts du système pendant des décennies? Que la France n'était plus rien, que la nation était rance, moisie, un objet du passé, que la nation c'était au mieux le déclin, au pire la guerre et la misère. Que la nation, nous devions la jeter aux oubliettes de l'histoire, que la France ne pouvait plus rien, qu'il n'y avait de salut que dans l'Europe, la mondialisation forcément heureuse, forcément multiculturelle, transnationale, marchande. Et nous étions les seuls à défendre la nation. Contre vents et marées, nous étions les seuls à être fiers de nos couleurs. Nous étions les seuls à dire les valeurs fondamentales de la nation. Nous étions les seuls, et c'est un joli pied de nez à tous ceux qui ont l'insulte facile, à dire que les valeurs fondamentales de la République n'avaient de sens que si elles pouvaient s'incarner dans la nation. La République est indivisible, laïque et sociale. Mais comment envisager qu'elle le soit dans un cadre post-national? Comment la République pourrait être indivisible si l'on accepte que des pans du territoire ou des communautés humaines se situent en dehors de la nation? Comment la République pourrait être laïque si une dérive religieuse extrémiste emporte ses fidèles dans la haine de la nation? Comment la République pourrait être sociale s'il n'existe pas ce cadre des solidarités naturelles et accepté par tous qu'est l'appartenance nationale, l'appartenance profondément ressentie et acceptée par chacun à un peuple où chacun se reconnaît? République et nation sont pour nous profondément indissociables. Les valeurs fondamentales de la République trouvent aussi dans la nation le meilleur cadre de leur défense, de leur valorisation et même de leur rayonnement. C'est d'ailleurs ce que les Français qui avaient abandonné la nation commencent de redécouvrir. Leur liberté ne peut être défendue que si la nation fait corps. Liberté de peuple dans son ensemble, libre du joug de ceux qui veulent lui imposer d'autres mœurs, d'autres façons de vivre, leur lubie moyenâgeuse et obscurantiste. C'est la tradition française de liberté absolue face au diktat d'idéologues fous qui a été agressé à de multiples reprises en 2015. Liberté de penser, liberté d'expression, liberté de conduire sa vie selon ses propres choix, d'aimer le rock, la musique, d'aimer boire un verre en terrasse, d'aimer sortir, d'aimer danser, rire, mener sa vie comme on l'entend. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.